On l'a beaucoup entendu, la nécessité de mieux faire ensemble, la nécessité aussi d'une plus grande maturité politique. Finalement, ce bloc local, ces intercommunalités, seraient presque un exemple dans la capacité à faire ensemble, à démontrer qu'un esprit de coalition est possible, que l'intérêt général peut dépasser les logiques partisanes. Mais pour autant, l'intercommunalité est peut-être assez peu connue de nos citoyens, des administrés. Elle peut aussi souffrir d'une image qui peut conduire à dire, bon, bah, dans une logique de simplification, supprimons l'interco, mais on va en discuter justement. Peut-être... Éric Kerrouche, vous êtes sénateur des Landes, je le disais, mais vous êtes chercheur au CNRS. Et dans ce cadre, vous avez mené une étude sur l'intercommunalité. Comment va-t-elle? Comment est-elle perçue par ses présidents, ses vice-présidents? Sont-ils prêts à rempiler? Que faudrait-il encore? Est-ce qu'ils se sentent à l'aise dans ces espaces ou se sentent-ils écrasés, mal compris? Éric, c'est à vous. Et alors, vous n'aurez pas 40 minutes, Éric, je suis désolée. Je vais vous en donner 8. C'est une blague. Oui. Mais vraiment, il va falloir qu'on tienne en 8. Malheureusement, je suis désolée. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'introduction. Merci aussi à Intercommunauté de France d'avoir fait à nouveau confiance au CEVIPOF pour cette enquête. Alors, j'ai compris qu'il fallait la faire version TGV. Vous dire simplement que de toute façon, une note va vous être distribuée si vous le souhaitez et vous aurez l'ensemble des résultats. Mais essayons d'aller à l'essentiel sur le fonctionnement du bloc communal. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer avec les diapositives. Et effectivement, le titre, c'est de se dire que l'intercommunalité telle qu'elle est vécue par les exécutifs intercommunaux, elle est bien loin des idées reçues. Alors, on va aller vite, on va passer tout de suite à la prochaine slide, tout simplement pour vous remercier parce que cette enquête a reçu à peu près 3600 participations. Ça a fait le panel le plus large en termes d'intercommunalité. 3600 présidents, présidentes, vice-présidents, vice-présidentes qui ont répondu à cette enquête sur à peu près 14 000. Et vous voyez que la distribution de l'enquête est très proche de la distribution des EPCI. Donc merci de votre participation, même si on a été parfois un petit peu lourd dans les relances, mais c'était nécessaire. Passons ensuite, bon, ça c'est pas très important, vous dire justement que l'expérience d'être président ou vice-président s'inscrit dans un parcours, c'est processuel, mais que, vous le voyez, les temps d'élection sont les temps de renouvellement importants et ça préfigure de ce qui arrivera en 2026. Passons tout de suite à la slide suivante. Et là, c'est juste s'attarder. Vous avez d'une part le temps qui est consacré en moyenne au mandat municipal, en bleu, 25 heures, et à droite, vous avez le temps consacré en moyenne au temps intercommunal. Au-dessus, vous avez les variations en fonction du temps déclaré. Il ne s'agit pas de prendre cet indicateur comme un indicateur en soi, mais il est juste une mesure indirecte de ce que représente l'engagement dans le mandat. 40 heures, ça veut dire pratiquement un engagement professionnel et donc une difficulté qui est liée et qui va apparaître dans la prochaine diapositive, c'est qu'il y a malgré tout une insatisfaction eu égard au temps investi avec la rémunération qui est issue des mandats. 54% des présidentes et des présidents trouvent que celle-ci est insuffisante, 49% pour les vice-présidents et les vice-présidentes. Je n'irai pas plus loin parce que ici se pose un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé en tant que chercheur et en tant que législateur, celui du statut de l'élu local, mais il y a beaucoup d'actifs encore, notamment chez les vice-présidentes et les vice-présidents, et il y a donc une difficulté majeure, une difficulté économique dont il faut parler. On va continuer donc. Et puis, nous nous sommes interrogés au fonctionnement, on aura au cœur du fonctionnement de ce bloc local. Et en fait, ce bloc local fonctionne plutôt bien. Vous le voyez, la plupart du temps, les conseils communautaires sont unanimes dans les décisions qui sont prises. Elles sont partagées de temps à autre, mais en gros, c'est quand même le sentiment que ça fonctionne relativement bien, même si il y a une différence entre les communautés de communes et les métropoles en la matière.
Si nous continuons, nous avons demandé comment se déroulaient les instances, quel était le qualificatif agressif, ni bien ni mal, pacifique. Et on voit en fait que dans les différentes instances, le conseil communautaire, le bureau communautaire, le conseil des maires, ces instances sont qualifiées de pacifiques parce que, encore une fois, elles fonctionnent sur un mode consensuel. Juste mettre l'accent ici sur deux choses différentes. La politique visible, celle du conseil communautaire, amène plus d'opposition parce que c'est aussi une politique où on prend des options. Mais la politique invisible, celle du conseil communautaire et celle du bureau communautaire et celle du conseil des maires est nettement plus consensuelle. Il y a donc deux modalités différentes de fonctionnement. Si je comprends bien, j'ai le contrôle. En fait, vous avez le contrôle, Éric. J'avais un peu peur. Prenez le contrôle. J'avais un peu peur de ce que ça déclenchait. Mais je sais pas vraiment. On va bien voir, allez-y. Est-ce que ça marche? C'est un contrôle indirect. Ça n'explose pas? C'est un contrôle indirect parce que j'appuie, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Bon, eh bien écoutez, on va demander à la régie de passer à la... Voilà. Bon, voilà. On va voir. Et cette diapositive est sans doute la plus intéressante de l'enquête parce que, en général, on pose des questions sur le fonctionnement de l'intercommunalité, bien, mal, conseil communautaire, est-ce que ça fonctionne bien? Nous avons mis en parallèle le jugement porté sur le fonctionnement du conseil communautaire et sur le fonctionnement du conseil municipal. Et ce que vous voyez, c'est que certes, il y a un léger plus pour le conseil municipal, mais il n'y a pas de différence vraiment fondamentale. Et ce que vous voyez tout en bas à gauche pour le conseil communautaire, c'est qu'il y a 10% des intercommunalités qui, effectivement, ont des difficultés de fonctionnement. Ces difficultés de fonctionnement ne sont liées à aucune caractéristique précise. Ça veut dire qu'il y a des institutions qui fonctionnent mal, de la même façon qu'il y a un peu plus de 6% des conseils municipaux qui fonctionnent mal. Mais c'est un problème délibératif, ce n'est pas un problème institutionnel. Donc je fais comme si j'appuyais pour avoir la prochaine diapositive. Et là, ça marche. Incroyable. Non, parce que je n'ai pas appuyé. Mais, mais c'était bien tenté. Néanmoins, sur l'utilité des instances communautaires, vous voyez aussi là un classement qui est assez fort. L'importance du bureau, l'importance du conseil communautaire et du conseil des maires, et dans une moindre mesure, les commissions intercommunales, et puis une instance qui est complètement marginalisée, c'est la commission consultative des services publics locaux. Donc, le cœur de l'institution, et le reste fonctionne un peu moins bien. Continuons encore. Et là, c'est vrai, on est aussi au cœur du fonctionnement. D'une part, les exécutifs nous disent que, oui, les conseillers communautaires sont bien associés au fonctionnement de l'EPCI, même si un quart d'entre eux jugent que ce n'est pas suffisant. Mais de l'autre côté, vous avez le fait que malgré tous les efforts, et j'en parle aussi en tant qu'ancien président d'intercommunalité, malgré tous les efforts déployés par les intercommunalités, reste la césure avec les conseillers municipaux qui ne sont pas conseillers communautaires. Comme la césure existe au sein des conseils municipaux entre l'exécutif et parfois certains conseillers d'opposition. Il y a donc une difficulté d'association qui est structurelle et qu'il conviendra de traiter. Continuons encore pour aller vraiment vite. Alors il y a deux choses à retenir. D'une part, une volonté de stabilité du cadre institutionnel dans lequel fonctionnent les intercommunalités. Ça, c'est ce qui domine, c'est en haut à gauche. D'autre part, le fait que les intercommunalités sont les cœurs de ressources en matière d'ingénierie pour leur commune et que c'est important. Mais en même temps, si vous me passez l'expression, en bas, la nécessité aussi de flexibilité qui quand même domine, aussi bien s'agissant de l'éventuelle restitution de compétences que de la possibilité d'avoir un PLUI parfois un peu plus à la carte. Donc de la stabilité globalement, mais de la demande de flexibilité en interne. Après, il faut passer à la prochaine diapositive. Nous avons posé la question sur la compétence eau et assainissement. Bon, je vais vous la faire brève et courte. C'est un combat du passé. Voilà.
Pourquoi? Parce que, en fait, vous le voyez tout en bas, il y a 8% des intercommunalités qui n'envisagent pas de prendre la compétence après 2026. Mais vous l'avez vu, le train est lancé. Il y en a déjà 55% des répondants qui l'ont pris. Ça monte même à 95-90% dans les communautés d'agglomération. Il y en a qui attendent le renouvellement, mais il y en a 15% qui sont dans la seringue. Et à vrai dire, la mesure intervient trop tard, alors que trop d'aménagements étaient déjà disponibles. Bref, encore une fois, une mesure du passé. Accélérons encore, juste vous dire que du point de vue démocratique, les exécutifs intercommunaux sont relativement conservateurs. On conserve ce qui existe pour l'élection. On n'élit pas au suffrage universel ni les conseillers communautaires, ni l'exécutif. Slide d'après. Je ne peux pas faire plus vite. Hein. Il vous reste 1 minute 30. Il faudrait l'approcher. Il faut aller plus vite sur les slides, chers amis. Mais il faudrait, voilà. Donc là, ça va aller très très vite. Il faudrait que les citoyens soient au courant de ce qu'on va faire au niveau intercommunal. C'est une demande des exécutifs. Sur la parité du bureau communautaire, je n'ai pas mis le rapport entre les femmes et les hommes, mais en gros, il y a 52% des femmes qui le souhaiteraient et 26% des hommes, je le précise en passant. La prochaine est intéressante et c'est l'avant-dernière, donc je prends plus de temps. On a demandé aux répondants de se positionner entre deux couples de mots pour savoir quelles étaient les évolutions entre ces deux couples de mots depuis 10 ans. Et ce que vous voyez, c'est que quand on demande qui a pris le plus d'importance entre la commune et l'intercommunalité, vous voyez bien qu'il y a un glissement vers l'intercommunalité, une prise de conscience du poids de l'intercommunalité. Et ce glissement est sans doute encore plus important quand on compare le couple intercommunalité-département au profit de l'intercommunalité. Donc il y a bien une conscience de ce qu'est l'intercommunalité. Dernier point, je crois, l'avenir. Parce que l'avenir est toujours important et je crois qu'il fallait souligner cette diapositive parce que vous voyez une décorrélation de la perception de l'avenir entre les présidentes et les présidents et les vice-présidentes et les vice-présidents. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que d'abord, l'indécision domine même chez les présidents pour le fait de savoir s'ils vont se représenter ou pas à leur poste, mais que l'indécision est plus forte chez les vice-présidents, premièrement, et surtout qu'ils sont plus nombreux à penser quitter la politique. Et ça, c'est directement lié à ce que nous avons au plus haut, le sentiment de s'engager beaucoup pour peu et dans un univers qui n'est pas forcément sécurisé du point de vue individuel. Donc il y a une question statutaire qui est essentielle à traiter, comme nous essayons d'ailleurs de le faire. Voilà, je ne pouvais pas faire plus court. Écoutez, Eric Kerrouche, merci. Vous avez été parfait. Vraiment. Une étude forte en enseignement. Et j'aimerais bien, Virginie Carolo-Luttrau, que vous réagissiez en premier. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce qu'on vient de voir? Est-ce finalement cette idée de transfert de compétences, l'indécision sur l'avenir de la part des exécutifs? Qu'est-ce que vous avez retenu? C'est pas vraiment une surprise, ouais. Finalement. Et puis, ça vient contredire exactement ce qu'on entend dans les milieux bien pensants avec l'interco et bâché, l'interco et l'ennemi. Je fais un petit peu référence à la motion, je suis désolée, de la MRF, mais où les ennemis, c'est les régions et les intercos. Et là, force est de constater qu'il n'y a pas grand monde qui le pense. D'ailleurs, dans leur propre sondage, sur les maires ruraux, 1200 maires ruraux ont été interrogés au mois de juillet et au mois de mars. Et ça rejoint ce que disait Eric par rapport au sondage, c'est que finalement, le mal-être, il est plutôt, ceux qui veulent quitter la politique, ils sont plutôt, j'ai envie de dire, traumatisés par les normes, par la charge de travail, on le voit au niveau des horaires, par le manque... Oui, 40 heures de travail hebdomadaire. Je pense que entre les ça deux. rejoint, finalement, toutes nos associations rejoignent exactement les mêmes éléments. Et puis, oui, sur le terrain, c'est ce qu'on constate. Ça, c'est le deuxième élément. Quand je discute avec mes vice-présidents, je m'aperçois que le lien se fait très facilement. On voit que les bureaux sont publicités, que les conférences des maires fonctionnent bien.
Par contre, le lien qui descend vers les conseillers municipaux, il est évident, on le dit depuis des années, et on n'a pas encore trouvé les solutions miracles. Chacun expérimente, ce serait intéressant de partager. Nous, les commissions sont mises en question. Et là, je le vois ici et je le confirme, une commission, elle devient techno. C'est peut-être ça le défaut un peu de l'intercommunalité. Ouais, aujourd'hui, tel qu'elle est ressentie. On en reparlera un petit peu plus loin, mais sur ce que je vois dans ce sondage-là, c'est que les commissions fonctionnent mal puisqu'elles sont descendantes. La norme a changé, on vous montre comment il faut faire et vous devez subir cette norme. Donc on accentue finalement le sentiment que les élus sont dépossédés à cause de la technique et peut-être des moyens financiers du pouvoir local. Et ça peut être très démotivant. Et les conseillers municipaux, c'est quand même un vivier formidable de contact sur le terrain. C'est quand même la base du dialogue citoyen, c'est la force de notre société civile est aussi à travers les conseils municipaux. Et finalement, il n'y a pas d'instance, il faut inventer nos propres instances, descendre dans les conseils municipaux. Et ça, je pense que c'est la seconde étape des intercommunalités. On devra aussi aller dialoguer directement avec tous les conseillers municipaux. C'est ce que je fais sur mon territoire. Et j'apprends énormément de choses pour pouvoir réguler et finalement effacer ce sentiment où l'intercommunalité viendrait un peu bloquer l'action politique. Voilà ce que je retiens un petit peu de ce sondage en préambule. Mais justement, on y reviendra aussi sur comment créer des gouvernances peut-être encore plus larges, créer des systèmes de décision qui permettent de mettre tous les élus au centre et peut-être même aussi les usagers qui n'ont pas forcément conscience toujours, notamment dans les grandes métropoles, de ce qui est de l'ordre de l'action collective d'une interco et ce qui est de l'ordre de la mairie. Fabien Jordan, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous retenez? Je retiens naturellement tout le bien de ces chiffres et qui dit qu'en fin de compte, l'intercommunalité, ça fonctionne. L'intercommunalité, aujourd'hui, chacun peut construire son intercommunalité et l'identifier à son territoire. Faire participer les conseillers municipaux, on a tous des idées et on va les faire remonter. On va partager nos expériences parce que c'est ça qui est important. Comment ramener le conseiller municipal dans une fonction qui est bien plus importante que de rester juste conseiller municipal de sa commune. Il va participer à l'ensemble de la décision des projets stratégiques. Comment il peut le faire? Sur l'agglomération de Mulhouse, nous avons créé des ateliers projets. Chaque fois que nous avons un projet important, tous les conseillers municipaux peuvent participer, ainsi que la société civile. Donc chacun de nous a la manière de faire. Il faut qu'on se partage. Il faut impérativement que l'élu municipal se sente par le fait intercommunal. Elle est vraiment là sur ce sujet-là. Et donc, à partir du moment où on suscite cette confiance, parce que c'est la confiance l'essentiel, on l'a vu hier, on l'a vu aujourd'hui, si on arrive à développer la confiance, si on a la confiance les uns entre les autres, on est en capacité de mettre en place cette co-construction. Une co-construction, ça ne s'impose ça se décrète pas. Mais non. là, en l'occurrence, vous dites, oui, il faut mettre en place un climat de confiance. OK, on a beau le dire, mais ça nécessite un peu de maturité politique et ça nécessite de partager le pouvoir. Et voilà, et c'est ça. Il faut de l'humilité politique, c'est-à-dire qu'il faut permettre à tout le monde de participer. Et si vous leur donnez la possibilité de participer, vous arrivez à trouver le consensus. Vous arrivez à trouver la bonne mesure dans laquelle les élus se rejoignent. Et donc, on voit bien dans la prise de décision, la plupart des présidents se disent c'est quasiment à l'unanimité qu'on prend nos décisions. C'est que le modèle, il fonctionne, mais chacun a sa manière à lui. Mais on pourra vous objecter que le modèle fonctionne et que c'est pris à l'unanimité parce qu'il y a beaucoup de techniques et qu'on se dit le trottoir, la flotte, c'est ni de droite ni de gauche, on dépolitise. Vous savez que les présidents d'intercommunalité demandent à leurs services de se rapprocher des élus. Et en fin de compte, ce sont les services qui doivent être les facilitateurs, que cette partie technique soit gommée grâce à l'implication de tous les techniciens qu'on a au niveau de l'intercommunalité et qui ne sont pas présents dans toutes les communes. Donc les techniciens, l'administration est au service des communes et moi je dis toujours que l'intercommunalité c'est un peu le grand frère. C'est celui-là qui vient aider, c'est celui-là qui vient faire avec. Il ne se substitue pas, mais il l'accompagne. Patrice Vergrit, vous êtes président de la communauté urbaine de Dunkerque. On a entendu déjà beaucoup de choses, techniciser, accompagner, faire en sorte de gouverner autrement, horizontaliser, faire participer tout le monde, avoir un diagnostic commun qui nous permette de créer peut-être cette humilité, cette maturité politique. Vous retenez quoi? D'abord, bonjour à tous. Cette présentation d'Éric Kerrouche montre finalement le succès du modèle français, du bloc communal. Et je vais m'expliquer. Finalement, la brique de base
de la politique de proximité en France, c'est la commune. Tout le monde en convient. Sauf qu'à un moment donné, la commune trouve ses limites dans son périmètre. Quand vous voulez parler de mobilité, c'est quand même un peu difficile de le faire à l'échelle de la commune. Et donc, à un moment donné, on était confronté à une difficulté entre l'efficacité de l'action publique et le niveau de pertinence politique. Les Belges l'ont résolu autrement. Ils ont fusionné les communes dans les années 70. Bon. Nous, si on avait fait ça, on aurait gardé quelque part le fait majoritaire, la dictature de la majorité à une échelle différente. On a choisi un modèle différent. On a choisi non pas d'adopter la dictature de la majorité à une autre échelle, on a choisi le compromis démocratique à l'autre échelle. Et donc de créer un modèle du bloc local qui fonctionnerait sur la dictature de la majorité du côté communal et le compromis démocratique à l'échelle intercommunale. Et c'est ça qu'on a. Et c'est pour ça que les gens ne veulent pas changer. Ils ne sont pas conservateurs. Ils veulent garder un système qui marche. Si vous faites la dictature de la majorité des deux côtés, ça ne marchera pas. Ce qui marche effectivement, c'est parce qu'on a un modèle communal et un modèle intercommunal compatible. Donc ça fonctionne. Alors après, évidemment, il y a des exigences. Il faut une conférence des maires, ça a été dit. C'est très important et c'est un élément clair. Le fonctionnement des bonnes intercos, c'est une bonne conférence des maires, c'est évident. C'est la capacité aussi à partager et à reconnaître le rôle de chacun. Aux maires, reconnaissons la différenciation locale, la différenciation communale, l'acceptation d'une revendication communale. De l'autre côté, l'intercommunalité doit amener l'expertise, l'assurance aux côtés du maire. Chacun a un rôle à jouer. Et effectivement, quand vous parliez du malaise, le malaise des maires aujourd'hui, il n'est pas lié à l'intercommunalité, il est lié à l'État. J'adore Catherine, mais quand elle me parle de gratuité des transports publics tout à l'heure, et qu'elle me donne des leçons sur la façon dont je dirige la communauté urbaine de Dunkerque, ce n'est pas le rôle de l'État. Et moi, je défie quiconque de vouloir démontrer qu'à Dunkerque, cette gratuité n'a pas été une mesure qui a amélioré l'efficacité de la dépense publique. On n'attend plus ça de l'État aujourd'hui. L'État, on l'attend ailleurs. Et je me suis battu en tant que ministre du Logement pour la décentralisation de la politique du logement, avec la décentralisation de ma prime rénov' qui n'a rien à faire à l'échelle étatique. Mais qu'est-ce que ça fiche à l'échelle nationale? Je me suis battu, je me suis heurté à tout. Et voilà. Et si on a aujourd'hui un malaise au niveau des élus locaux, c'est à cause de l'État et pas à cause de l'intercommunalité. Ce que vous nous dites de manière très claire, c'est que finalement, ce système de partenariat qui fonctionne au niveau des intercommunalités, ce respect commun, cette capacité à dépasser les clivages partisans pour avancer ensemble dans l'intérêt général, ça implique des logiques de partenariat, de subsidiarité, de se dire la technicité, en fait, elle est prise en charge par l'interco et on a des effets de levier qui permettent des investissements que la commune ne pourrait pas s'offrir, d'une part. Et finalement, l'État, lui, n'est pas un partenaire. On est dans une logique de décentralisation cassée où on serait sur un contrôle qui produit les débats auxquels on assiste depuis maintenant quelques semaines et encore ce matin. Quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose qui m'interroge dans les résultats, c'est si ça marche si bien, pourquoi aujourd'hui avoir autant de difficultés à se projeter dans l'avenir? Est-ce à dire qu'il y a quand même des difficultés à se projeter parce que les questions techniques dans les intercos, on parlait d'assainissement, vous parlez de logement, de politique de transport, aujourd'hui sont à ce point technicisées que voilà, elles sont un peu subies aussi par les élus. Éric Kerrouche, comment vous le lisez, vous qui avez conduit cette étude? Est-ce que cette technicisation, elle conduit aussi à ça? Alors, je n'étais pas tout seul à conduire l'enquête. Non, il y avait Martial Foucault, qui ne pouvait pas être là avec nous ce matin. Martial Foucault, mon compère de recherche, ne pouvait pas être avec nous ce matin, mais a beaucoup travaillé avec moi. Sur ce point, c'est vraiment un problème de carrière individuelle. Il y a le fait qu'il y a une technicisation qui est évidente et une complexification, on va dire, des dossiers locaux. Mais elle est intégrée par l'ensemble des élus et surtout elle est prise en compte d'une certaine façon avec le travail qu'ils donnent dans les responsabilités qu'ils sont les leurs. Sauf que pour toute une partie intermédiaire d'élus, et c'est pas au sens, c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est qu'il y a énormément d'élus, notamment parmi les vice-présidents et les vice-présidentes d'intercommunalité, qui sont entre deux, entre la vie professionnelle et entre un engagement local qui les absorbe de plus en plus, aussi bien municipalement qu'au niveau intercommunal. Et que cette difficulté,
cette perspective difficile, qui est une vie difficile tous les jours. Et il y a plein d'enquêtes qui ont été menées là-dessus, dont certaines que nous avons faites avec Martial. On voit bien que c'est un problème de carrière et de perspective de carrière qui n'est pas forcément reconnu à un moment où, dans le même temps, on a une montée relative mais réelle de l'agressivité citoyenne. Bien sûr. Et donc, est-ce que ça en vaut la peine? Je mets toutes mes forces, mais j'y arrive pas. Et d'une certaine façon, je suis assez peu reconnu, aussi bien socialement qu'il faut bien le dire, financièrement. Financièrement, et ça, effectivement, ce n'est pas lié spécifiquement à l'intercommunalité, mais plus au statut d'élu. Virginie Carolo-Luttrau, il y a aussi quelque chose sur cette reconnaissance, c'est que finalement, et je le disais en introduction, il y a aussi le lien avec les usagers, avec les citoyens. Quand on est, mais Patrice Vergrit peut-être nous en parlera, quand on est à la tête d'une grosse agglomération ou quand on est vice-président d'une agglomération, comment est-ce que c'est lu quand on est citoyen? Je le disais, bon, bah, en fait, qui s'occupe du trottoir? Qui s'occupe des déchets? Moi, je m'adresse à mon maire. Et finalement, ce système qui est de dire, ah ben non, chat perché, c'est pas moi, c'est l'interco, crée aussi une forme de dépossession de la part des usagers qui n'ont pas forcément une vision très claire de ce bloc communal. Le département, c'est très clair. La commune, c'est très clair. L'État, c'est très clair. Pour le reste, les lasagnes institutionnelles conduisent aussi, si vous me permettez l'expression, à quelque chose peut-être qui n'est pas très bien compris. Ce manque de transparence qui est souvent renvoyé à l'interco peut-être conduit à cela. Est-ce qu'il faut être plus pédago? On met le doigt dessus. On met tout à fait le doigt dessus. Le bloc local, tout son ADN, c'est de faire en sorte d'être un guichet unique vis-à-vis du citoyen. On est la proximité par essence. C'est ce que je dis souvent des intercos et des maires, parce qu'il faut quand même redire que c'est la même chose. L'interco, elle n'a pas de territoire. Ça n'est qu'un collectif de maires qui décide de travailler ensemble pour faire des choses plus intelligemment. Vis-à-vis du citoyen, cette notion de guichet unique, elle est essentielle. Ça veut dire que nous, interco, on a aussi notre part de responsabilité à prendre, écouter un petit peu ces critiques et faire en sorte que faire plus de pédagogie, plus de transparence aussi dans nos actions, je pense que c'est important, et de le faire avec la conférence des maires telle que vous l'expliquez au regard de son importance. Vis-à-vis du citoyen, il faut bien expliquer que c'est la même chose. Moi, j'ai envie de dire, so what, quand on parle, il faut communiquer sur l'agglo parce qu'il faut montrer aux habitants qu'elle existe. On s'en fout un peu de cet aspect-là. C'est presque de l'entre-soi d'aller chercher une communication différenciée. C'est un territoire qui partage des compétences, qui partage des services, et je crois qu'à force de projets, on y arrive. Moi, je fais souvent le parallèle du fonctionnement de l'intercommunalité comme un peloton de course cycliste. On est tous ensemble, l'interco, le fonctionnement, c'est le peloton, ça veut dire que les communes sont à l'abri du vent, elles sont capables de se reposer pour mener les projets et réussir étape après étape à remplir des projets qui rendent le territoire plus épanouissant. Et tout ça, on le fait dans les roues les uns des autres, rural, périrural et urbain. Ça, c'est l'essence même. Et quand on arrive à faire cette alchimie, vis-à-vis du citoyen, on s'en fout un peu de savoir qui fait quoi. Je pense que là, pas forcément, ça dépend où vous vous situez. Si vous habitez dans la ville-centre d'une grosse communauté d'agglo, vous avez tous les services possibles. Si vous êtes la petite commune rurale qui est à 25 km de bagnole et que pour le coup, vous vous sentez abandonné par cette métastructure dont vous ne voyez jamais ni un vice-président et encore moins le président, et que vous avez juste votre maire qui vous dit « moi je ne me sens pas non plus vraiment écouté en fait dans cette interco », là c'est peut-être nécessaire. On le fait. On le fait tous, déjà aller sur le terrain en tant qu'élu, mais ce n'est pas ça l'essentiel, mais faire en sorte que la mobilité, et je rejoins un peu Patrice, c'est quand même l'élément essentiel pour désenclaver les territoires et faire en sorte que le service public soit exactement du même niveau dans un milieu rural et dans le périurbain, c'est quand même de mettre la mobilité en place. Mais on n'enlèvera pas cette difficulté de penser que dans les communes centres, on pense que les communes rurales sont des passagers clandestins. Je pense aux politiques de petite enfance, par exemple. Souvent, les centres, les crèches, les haltes garderies, les relais par enfance sont dans les communes centres et les ruraux se sentent éloignés. Mais non, pas du tout. Si c'est porté par l'interco, toutes les assistantes maternelles profitent des RPE. L'accueil dans les garderies se font pour tout le monde. Et ça, on règle ça grâce à l'intercommunalité. Et puis, de l'autre côté, vous avez les communes rurales qui sont éloignées et qui ne comprennent pas forcément comment ça fonctionne. Effectivement, on ne peut pas mettre des services publics partout, mais nous, on fait en sorte que ce service public se déplace par le biais de la mobilité et non pas en l'installant directement sur la commune. Je crois que vraiment ce dialogue-là, pour expliquer et faire beaucoup de pédagogie et faire preuve de transparence, c'est essentiel pour pouvoir
régler ces problèmes de différenciation que vous évoquiez. Et on le disait aussi en interne via la conférence des maires et via cette horizontalité. Fabien Jordan puis Patrice Vergrit, comment on fait pour embarquer à la fois les usagers, mais aussi tout le territoire sans alimenter un discours de fracture territoriale? Vous savez, l'intercommunalité, c'est faire ensemble pour mieux avancer ensemble. Et c'est prendre en considération, vous disiez tout à l'heure, vous avez l'habitant qui a juste son maire. Non, il n'a pas juste son maire, il a son maire. Et son maire a sa place dans l'intercommunalité. Et ça dépend de notre pacte de gouvernance qu'on a, de quelle manière cette conférence des maires, elle est décisionnelle dans les orientations que nous prenons. Ce n'est pas une chambre d'enregistrement, c'est quelque part où on construit le territoire. Donc ça donne plus de valeur au maire, ça donne plus de valeur à l'adjoint ou au conseiller municipal. Si vous faites un transfert de compétences ne doit pas être considéré comme une perte de pouvoir, mais justement la manière de concevoir les choses différemment, parce que seul dans ma commune, je ne peux pas le faire. Vous êtes par exemple maire de la commune de Bervillers, c'est 1200 habitants, et votre interco fait 300 000 habitants. Oui, c'est fantastique. C'est fantastique. Maire d'une toute petite commune, dans la ruralité profonde, et président de l'agglomération de Mulhouse. Et j'en suis fier, et ça se passe très bien. C'était un peu compliqué au début de trouver les équilibres, mais c'est à nous de trouver les équilibres. Qui fait quoi, comment on est considéré. Il faut avoir cette humilité aussi pour que, en fin de compte, c'est le projet de territoire qui est important. Nous, notre projet de territoire, c'est avoir une plus grande indépendance au niveau de la production énergétique et alimentaire. Et ça a été décidé collectivement. Ça a été décidé collectivement, c'est ce qui nous a porté et c'est ce qui nous motive. Et à partir de là, le maire restera toujours l'interlocuteur privilégié de ses habitants. Et c'est très bien comme ça. Mais Fabien Jordan, décider d'un projet de territoire où on dit « nous, on veut une indépendance sur l'énergie », pardon, mais en ces temps de changement climatique où on est percuté par cette transition, tout le monde sera à peu près d'accord. Est-ce que vous pourriez faire la même chose sur la gratuité des transports? Est-ce qu'il y aurait la même capacité à être dans une forme d'unanimité sur ces questions qui sont quand même un petit peu plus politiques, si je puis me permettre? Bien sûr, c'est un choix stratégique pour votre développement. Si dans votre territoire, vous ressentez le besoin de mettre en place la gratuité des transports publics, vous le partagez avec vos maires, vous prenez la décision, le maire le partage avec ses conseillers municipaux, et ensuite on le décrète d'une manière globale. Ça ne pose pas de problème. Chaque territoire est différent. Et c'est justement cette différence qui fait notre force dans les territoires. Patrice Vergrit. Moi, je réfute l'idée que ce qu'on aborde à l'intercommunalité serait technique et pas politique. Je réfute complètement cette idée. La mobilité, c'est politique. Les déchets, il n'y a pas plus politique. Ça touche tout le monde, les déchets. Et n'importe quel élu le sait très bien ici. Quand on touche aux déchets, on touche à quelque chose de très très fort. Donc c'est très politique, l'intercommunalité, bien au contraire. Après, qui est le référent de l'intercommunalité? Est-ce que c'est forcément le président de l'intercommunalité ou c'est le maire, ce qu'évoquait Fabien? Est-ce que c'est gênant si c'est le maire qui est le représentant de l'intercommunalité? Non, c'est le bloc local dans sa diversité, dans sa complémentarité. Donc oui, le représentant de l'intercommunalité peut être le maire. Après, ce qu'il dit à ses habitants, il fait de la politique. Hein. Donc ça, j'ai bien compris. Ce qui peut être difficile pour l'intercommunalité, c'est qu'effectivement, comme c'est une structure issue du compromis, ce qui n'est pas la culture politique française, on aime les dictateurs en France et on aime bien les guillotiner tous les 6 ans ou tous les 5 ans. C'est le principe de base, hein, on aime les rois ici. Donc évidemment, quand on est issu du compromis démocratique, il faut inventer de nouveaux rapports aux citoyens. Et c'est là que c'est difficile. Et là, l'intercommunalité doit innover. C'est là qu'elle doit innover. Alors, nous, chacun a essayé d'innover ici dans la salle. Sur Dunkerque, par exemple, on a fortement développé l'éducation populaire. Expliquer à la population, expliquer pourquoi, effectivement, sont mises en œuvre un certain nombre de mesures. On a réfléchi aussi à des mesures qui permettent de repérer, d'aller chercher avec un levier des populations qui ne seraient pas forcément en direction de l'intercommunalité pour pouvoir les ramener vers l'action de l'intercommunalité. Je donne un exemple. On a à un moment donné fait une prime éco-énergie à une population qui était plutôt en difficulté parce que les logements étaient mal isolés, pour pouvoir les emmener vers des mesures d'isolation des logements. Et ça attire des gens qui ne seraient pas forcément intéressés par l'interco. Puis dernier exemple en date, je viens de lancer à Dunkerque une conférence sociale. Vous savez que Dunkerque est fortement touché par la réindustrialisation, on va créer 20 000 emplois, etc.
Sauf que ça peut aussi faire peur. Ça peut aussi faire peur, la mutation de territoire. Et on a lancé avec les syndicats, les employeurs, les industriels, l'éducation nationale, une grande conférence sociale, un dialogue social territorial innovant. Donc, j'ai envie de dire, qui fait plus référence au corps intermédiaire que directement à la population. On doit inventer de nouvelles choses, en fait, pour aller chercher la population. C'est pas simple, parce que c'est pas la culture française. Le compromis politique n'est pas la culture française. On a plutôt envie d'avoir un responsable, mais on doit inventer ça, on doit inventer une autre façon de faire de la politique dans les intercommunalités. Mais on le voit, hein, pourtant, il y a une volonté de la part des citoyens qui est souvent mise en avant de plus d'horizontalité, de plus de participation. On ne peut plus faire de la politique comme dans les années 60 où finalement, oui, on déléguait. Là, aujourd'hui, il y a quand même une volonté plus de participer. Et justement, là-dedans, ce qu'on voit avec ce bloc local, c'est qu'il y aurait à la fois, à l'aune des élections de 2026, une volonté de reprendre un peu une logique de clocher, parce qu'on est quand même un peu chez soi quand on est maire. Il y a l'interco à laquelle il faut faire de la place. Il y a aussi des habitants qui souhaitent peut-être être plus présents. Là-dedans, il y a quelque chose à réinventer. Et tout à l'heure, Édouard Philippe nous disait finalement, il y a une forme de maturité politique ici qui s'invente. Et il y a peut-être quelque chose d'un exemple à donner à cette France qui a un peu du mal parfois à se regarder de manière un peu objective et claire en disant bah si, en fait, c'est possible. Tout ne se passe pas à l'Assemblée nationale dans le bruit et la fureur, si vous me permettez l'expression. Éric Kerrouche, vous qui êtes sénateur, cette Chambre haute, elle a aussi l'esprit du consensus, si je puis me permettre. Qu'est-ce qui manque pour que du coup, ce bloc local devienne finalement un peu l'alpha et l'oméga qui nous permettent peut-être de sortir de ce fait majoritaire et de construire cet esprit de coalition de manière encore plus large? Alors, ouais, bifurquer juste un moment, l'esprit de coalition est aussi lié à la façon dont sont choisis les parlementaires. Ce que je veux dire par là, c'est que notre mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, c'est un mode de scrutin qui favorise l'affrontement, par définition, contrairement au mode de scrutin proportionnel ou à ses variations. Donc le mode de scrutin, notre mode de scrutin, produit du conflit. Donc il y a ce premier élément. Deuxièmement, au niveau purement local, l'image que je prends, c'est de dire que l'intercommunalité, c'est une institution siamoise. C'est-à-dire que... Siamoise? Oui, parce qu'il y a 2 personnes. Il y a la commune et la communauté, on a 2 personnes, mais malgré tout, on doit vivre ensemble, quoi qu'il arrive. Et donc chacun veut garder sa volonté, mais malgré tout, on doit fonctionner ensemble. Et cette nécessité de fonctionnement, cette interdépendance, elle se crée dans le mouvement. Enfin, là, on parle à un parterre d'élus intercommunaux. Et en fait, ce n'est pas la peine de théoriser quelque chose qu'ils pratiquent au quotidien. L'intercommunalité, sauf à ce qu'elle ne fonctionne pas, ça peut être un choix, il peut avoir des raisons politiques localisées, il peut avoir des problèmes historiques, mais il n'en demeure pas moins que l'intercommunalité, et je pense que ça a été dit déjà à cette tribune, ne peut fonctionner que dans la discussion et dans le compromis. Le compromis n'est pas le renoncement. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit par Patrice Vergrit. L'intercommunalité, c'est tout sauf de la technique. Les sujets sont techniques, mais tous les choix sont politiques. Même la voirie, c'est un choix politique. Si on fait des voies douces ou pas de voies douces, c'est un choix politique. Tous les choix sont politiques. C'est de la politique avec un grand P, sur lesquels les élus des territoires, en maturité, en connaissance de leur territoire, prennent une décision d'orienter définitivement la trajectoire de ce territoire pour l'avenir. Pour autant, ce sont des choix politiques, mais qui peuvent avoir aussi une coloration. Et on le voyait bien dans votre étude, 68% des décisions sont prises à l'unanimité. Et on tend à renvoyer ce bloc local cette vision un peu technicisante, dépolitisée. Est-ce qu'il faut changer cette image, selon vous? Ou est-ce que, comme ça fonctionne, c'est bien comme ça? Ce qui est important, c'est ce qui est fait. Enfin, ouais, c'est l'action. C'est de délivrer. Vous savez, il y a une phrase de Jules Lequier qui faire et en faisant se faire et n'être rien que ce qu'on a fait. C'est ça l'intercommunalité. C'est marcher ensemble
et faire pour montrer par la preuve qu'on arrive à avancer collectivement. Et c'est cette volonté qu'il faut avoir. Encore faut-il qu'elle ne soit pas entravée ni par l'État, ni par les normes, mais ça c'est un autre sujet.